Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, toutes nombres, toutes formes, bienvenue sur Canal 10 dans l'émission Le Club du Sénat. Je suis toujours aussi heureux de vous retrouver sur cette antenne et j'espère surtout que au moment où vous regarderez cette émission, surtout que vous êtes en pleine forme. C'est tout le mal que l'on puisse vous souhaiter encore aujourd'hui. Je suis très heureux d'être accompagné de 4 sénateurs aujourd'hui, et non des moindres. Monsieur Johan Arnaud. Bonjour Peggy. Bonjour. Ça va ? Je vais très bien. C'est une bonne nouvelle. Julien Dalle, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. En pleine forme avec le sourire. Fabrice Devaed. Bonjour, bonjour à la Guadeloupe. Il va bien ? Ça va, parfait. Pleine forme. Et puis, la femme du plateau. Parce que messieurs, vous comprendre bien que ça t'aiderait quand même pas moins de faire une émission il y a Kevin, non ? Bon, allez, j'ai changé de mot. Ça va, Jessie ? Très bien, merci. Ah, je te sens emmerdé parce que tu peux pas réagir comme sur le Sénat, je te vois venir. Et les amis, content d'être avec vous. Alors, ce plateau, c'est des gens qui se taquinent toute la journée sur le Sénat. Ce qui est la force du Sénat, c'est qu'on arrive à passer d'un sujet sérieux à un sujet rempli d'humour. On arrive même à traiter avec humour certains sujets sérieux. Et puis on arrive même à se crêper un peu le chignon parce qu'on est tous des passionnés d'actualité et puis du quotidien. Et on aime tous ce que l'on fait, nos métiers respectifs et nos activités. Alors, toi tu es réalisateur, toi tu es médecin, toi tu es... C'est quoi vos... Qui veut commencer ? Tu es un peu réalisateur, Johanna. Oui, je suis un réalisateur. Non, à la base c'est Julien, mais toi tu es un peu réalisateur. Ouais, mais je réalise les rêves de mes clients. Voilà, donc, c'est bonne nouvelle. Justement, c'est le moment de parler de... Allez, en quelques mots, profession, tu donnes tout sauf le numéro de carte bleue. D'accord, donc profession, on va dire qu'aujourd'hui je m'occupe du système d'information des clients des entreprises qui n'ont pas les moyens d'en embaucher un à temps plein. Donc voilà, donc je fais office de directeur des services d'information pour toutes les petites entreprises micro de 1 à 50, 60 salariés sans problème. Très bien, ça c'est une très bonne nouvelle. Julien Dalle. Moi j'ai une entreprise de marketing, communication audiovisuelle et drone. Et puis je fais aussi des films. Donc je suis réalisateur, voilà, à mes heures perdues. Qui sont parfois des succès, mais on n'en parle pas, c'est ça. Exactement. Voilà. Laissez-moi vous dire rapidement quelque chose parce qu'on a quand même une émission à faire. Julien et moi, on a un truc en commun. La musique. Ouais, mais un autre truc, plus sympa encore. Le cinéma. Le cinéma, ouais. Ça a un rapport avec le cinéma, mais c'est encore plus marrant. Tu es acteur. Ouais. Tom Sawyer. Ah oui, on est tous les deux fans de Tom Sawyer. Vraiment. C'est ta photo de profil d'ailleurs. Donc en échangeant, on s'est rendu compte qu'on est fan de Tom Sawyer. La preuve, j'envoie le téléphone de la race, c'est section vérité. Fabrice Devaed. La vérité. Alors, Peggy. Je suis en pleine forme. Longue expérience dans la politique, travail au Sénat, travail à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je suis directeur financier adjoint dans une collectivité publique. Voilà. D'accord. Quand on ne citera pas, on ne fait pas de publicité. Merci beaucoup. Tout est dit. Très très bien. Jessie. Écoutez, journaliste sportive et puis nouvellement cofondatrice de Glen Market, une plateforme numérique collaborative qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Et on va en parler justement en fin d'émission. On fera un petit clin d'œil avec Glen Market, pardon. Avant de commencer l'émission, encore une fois, si vous aviez un ou deux membres du Sénat à saluer, ce serait qui, à vous ? Moi je vais saluer, ce ne sera pas étonnant pour personne, je vais saluer Firmin qui est récemment arrivé parmi nous. Yes. Donc Big Boa Firmin que j'ai vu hier soir qui est en Guadeloupe pour quelques jours. Voilà. Très très bien. Johan. Moi, alors, un bonjour à France Sucab pour ses mots, ses poèmes, ses... Que dire d'autre, oui. C'est un personnage. Il était avec nous lors de la dernière émission d'ailleurs. Et il y a ma maquilleuse qui n'a pas pu venir ce matin, Karine. Très bien, effectivement. Karine, ouais. Cœur de lion, elle n'a pas pu être avec nous ce matin. Fabrice, si tu devais saluer quelqu'un ? Il m'a retiré les mots de la bouche. Karine ? Ouais. Vous savez tous pourquoi ? On s'aime beaucoup sur le Sénat. Vas-y, dis-nous. Oui, vous aimez beaucoup sur le Sénat, mais en plus, vous avez grandi ensemble. C'est ça, exactement. On se connaît très bien. Puis on était il y a 2 ou 3 jours ensemble. Voilà. Ah, j'aurais été taquin, j'aurais salué notre sénateur président et j'aurais demandé quelle est la taille du pont. Ah ouais, d'accord. Ouais, 2,50 m ou 3 mètres. Parce que moi j'ai toujours vers la réponse. D'ailleurs, j'ai un petit truc pour toi à ce sujet, tiens. Alors moi, je vais saluer Samuel Damo, déjà, Xavier Flazon, Corinne Coman et puis une pensée pour Jeannie Marc.
Ouais, mais Janie, mais c'est fou parce qu'à chaque émission, on salue Janie parce qu'elle est tellement dans notre cœur, cette dame. C'est ça. C'est vraiment quelqu'un que l'on aime tous beaucoup. J'ai presque envie de me lancer dans l'histoire de l'unanimité au Sénat parce que voilà, en prenant son petit café du matin, elle n'oublie jamais de nous faire un petit clin d'œil. Donc un grand coucou à Janie. Ben moi, je salue tout le monde, comme ça l'histoire elle est réglée. Et je vous aime tous. C'est parti. Depuis la publication du livre La Familia Grande, dans lequel l'avocate Camille Kouchner accuse son beau-père, Olivier Duhamel, d'avoir agressé sexuellement son frère jumeau quand il avait 14 ans. Les témoignages de victimes d'inceste se multiplient, notamment via le hashtag MeTooInceste, lancé dans la foulée sur les réseaux sociaux. Mais si on se rappelle déjà un petit peu avant, en 2017, il y a le mouvement qui avait été lancé aussi avec l'affaire Weinstein, dans le New York Times d'ailleurs. Accusation de viol, l'agression, harcèlement et tout le tralala. Bon, on va se dire que c'est un sujet qui est malheureusement, je dis bien malheureusement, à la mode, mais fort heureusement, on en parle et de plus en plus dans les médias. La population semble, elle, plus sensible à ce phénomène de société qui ne date pourtant pas d'hier. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Écoutez, moi je me retourne vers vous, chers sénateurs et sénatrices. Aujourd'hui, on en parle. Il y a quelques jours d'ailleurs, le France-Antilles avait encore une affaire difficile et douloureuse. Pour vous, le fait qu'on en parle aujourd'hui, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Alors, si je vais commencer. En fait, moi je déplore qu'à chaque nouvelle affaire d'inceste ou d'harcèlement, j'ai l'impression, c'est comme si l'opinion publique redécouvrait ce terrible sujet, quoi. Il y a quand même un Français sur 10 qui serait victime d'inceste. Et on parle également de paroles qui se libèrent, mais moi je dirais plutôt que c'est certainement l'écoute qui est peut-être plus attentive. Et il faudrait quand même saluer également les réseaux sociaux, parce que c'est grâce également aux réseaux sociaux qui deviennent d'une certaine manière une plateforme de sensibilisation et même de dénonciation, parce que ça existe depuis la nuit des temps, depuis très longtemps. Effectivement. Donc maintenant, il faut juste que nos politiques publiques soient à la hauteur, parce qu'on entend, on parle de consentement à l'âge de 13 ans. Justement, on va faire un petit clin d'œil sur cette histoire. Notre sénatrice Koti Jasmin ne peut pas être avec nous au moment où on enregistre cette émission, mais on s'est promis de se donner rendez-vous pour qu'elle puisse nous éclairer sur la question, parce que forcément il y a des doutes qui subsistent là-dessus. Pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise chose qu'on en parle aujourd'hui ? Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'on en parle. Déjà, tu as parlé tout à l'heure de l'affaire Weinstein, mais alors moi, faut séparer. Il y a toutes les agressions sexuelles et puis il y a l'inceste, qui est, je crois, précisément une agression sexuelle entre membres d'une même famille. Oui, absolument. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens gardent des secrets et gardent ça en silence. Et justement, avec ce mouvement-là, ça permet à beaucoup de gens d'en parler. Je prends juste un exemple que j'ai vécu, c'est que quand on a sorti Secret de famille, on avait été invité dans plusieurs émissions de radio. Et justement, les radios, notamment à Paris, avaient fait un thème autour des secrets de famille. Et dans ces secrets de famille, il y a des gens qui, pour la première fois de leur vie, ont témoigné et se sont déchargés d'un poids. Donc je pense que c'est très important de passer par l'étape de se décharger d'un poids et d'en parler. Parce que finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas eu l'occasion de le faire. Donc si ça peut permettre ça, c'est une bonne chose. Pourquoi les gens n'en parlent pas? À qui la faute? C'est parce que généralement, ce qu'on en parle, on détruit le cercle familial. Après, je ne sais pas si en parler pour en parler, c'est forcément une bonne chose. À mon avis, il y a un travail à faire sur l'accompagnement des victimes. Il y a aussi l'ordre culturel à regarder de près. Je ne sais pas si on parlera de la situation antillaise qui n'est pas forcément celle en métropole ou en Belgique ou dans d'autres pays. Non, pourquoi je disais en parler? Parce que certes, on en parle, mais après, si on regarde ce qui se passe avec Olivier Duhamel, je dirais qu'il y a deux camps, lui qui se justifie, mais le véritable problème, c'est en parler. Moi, je parle toujours des victimes, c'est détruire le cercle familial. Ça veut dire que pouvoir témoigner contre son père, ou sa mère, ou son oncle, ou son grand-père. Voilà, c'est détruire une famille en fait. Et donc, je ne sais pas s'il ne faut pas distinguer en parler en public, dans les médias, et puis tout ce qui est de l'ordre du cercle familial et autres. Est-ce que la durée de traitement judiciaire pour les différentes affaires
n'accentue pas, selon vous, la douleur des victimes et des familles? Parce qu'on en parle franchement. Une fois que l'affaire est révélée, c'est clair qu'il y a un moment d'investigation, ce qui est tout à fait normal. Hein. Mais la lenteur du traitement judiciaire, parfois, est-ce que ce n'est pas un peu vécu comme un frein pour les familles et pour les victimes, selon vous? Alors, moi, je pense pas que le problème se pose en ces termes. C'est-à-dire, je pense que une fois que la machine est lancée, une fois que la personne a avoué, il y a tout un processus qui se met en marche et qui durera de toute façon longtemps. Je veux vraiment revenir sur ce que disait Fabrice. C'est vraiment le fait de le dire, c'est détruire un cercle familial. On l'a vu par exemple dans la série Greenleaf, pour ceux qui l'ont vu et apprécié. Beaucoup moins. Bon, déjà, où est Tom Sawyer, mais où est Greenleaf? Alors, mais Tom Sawyer, quand même, c'est plus dément que Greenleaf. Mais bon, oui, c'est clair. Voilà. Et donc en fait, c'est une véritable famille qui est détruite. Donc, on parle souvent en fait de la victime et du bourreau, mais on ne parle pas beaucoup des victimes collatérales. Voilà. Et les victimes collatérales, parfois, sont aussi tout aussi graves, parce que par exemple, une sœur qui a dû garder le silence pendant longtemps, quand l'affaire se révèle, elle en est malade toute sa vie parce qu'elle culpabilise de ne pas en avoir parlé, elle, et de ne pas l'avoir révélé, parce qu'elle aussi aurait pu le révéler. Donc c'est vraiment toute une famille qui en ressort complètement éclatée. Et pour ça, alors, deuxième chose que Fabrice a dite, c'est que l'inceste, c'est un problème, on va dire, universel, mais on peut rajouter aussi que pour la famille antillaise, on a quand même une culture du non-dit et du cacher les choses, quoi. Faut pas moun savent ça, etc. On le voit bien dans les violences conjugales, ça va apporter la honte sur la famille. Donc il y a des choses en plus qui se rajoutent qui font que on a du mal à exprimer les choses. Donc je pense que c'est un vrai sujet aussi pour nous. Alors quand je parlais de lenteur de la machine judiciaire, ça m'a interpellé. Pourquoi? Parce que justement, je vous disais, il y a quelques jours dans le France Antilles, il y a une affaire qui a été mise en lumière, et en lisant rapidement, je me rends compte que l'affaire se serait déroulée en 2017, mais la parole a été libérée en 2019. L'affaire arrive en justice en 2021. C'est-à-dire que moi je me dis que si on doit parler d'explosion des familles, je me dis est-ce que justement traiter l'affaire le plus rapidement possible permettrait aussi rapidement de passer à autre chose, puisque finalement on traîne pendant autant d'années, on traîne cette douleur, mais on doit encore traîner cette douleur, et puis quelques années après on n'a peut-être pas encore pu passer à cette phase de reconstruction. Mais tu as tout à fait raison. Moi, je j'ai rajouté sur un point l'aspect juridique. Alors, je ne me rappelle plus du pourcentage exact, mais sur 10 plaintes de viol déposées, je ne parle pas d'inceste, je parle de viol, il n'y en a que peut-être une ou deux qui arrivent au pénal. Et donc, c'est des chiffres. Il y avait eu d'ailleurs un débat avec le garde des Sceaux actuel. C'était sorti dans Mediapart. Et c'est pour montrer que, notre exemple, le viol n'est reconnu de point de vue pénal en France que depuis les années 80. D'accord, donc c'est assez récent en réalité. Et donc je crois que peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur le plateau avec des gens qui traitent de point de vue juridique ce sujet, mais je crois qu'il y a quelque chose à faire sur alors soit la lenteur du processus, soit la façon dont il faut faire pour écouter la victime, soit la façon dont il faut faire pour protéger la victime. On a une sénatrice, Barbara, pour ne pas la nommer, qui a fait un article d'ailleurs sur France Antilles. Je prends l'exemple de la loi CAPA sur le harcèlement sexuel. On voit bien, et donc elle a fait un article pour montrer qu'il y a beaucoup de femmes à Pointe-à-Pitre qui se font harceler. Il y en a une qui était allée au commissariat de Pointe-à-Pitre pour porter plainte, et on lui a dit bon madame, vous êtes bien gentille, rentrez chez vous, on n'a pas à recevoir votre plainte. Donc je te rejoins tout à fait, il y a un problème à mon sens juridique sur l'accompagnement et le traitement des plaintes des victimes. Oui, il faut crever l'abcès à mon avis. Johan, est-ce que c'est un sujet que l'on peut aborder ou que l'on doit aborder en famille à titre préventif? À mon avis, c'est un sujet qu'il faut de toutes les façons pas écarter. J'ai une fille moi-même et un garçon à qui j'ai appris que leur corps leur appartient. Il leur appartient de façon pleine et entière, et que personne
n'avaient le droit de porter atteinte à leur intimité d'une quelconque façon que ce soit, sans leur consentement, Très bien. quelle que soit la personne. C'est un sujet qu'il faut aborder tôt, de façon imagée, décomplexée avec les enfants, parce qu'il ne faut pas qu'il puisse exister un tabou. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut aborder très tôt avec les enfants, et pour qu'ils puissent s'approprier leur corps et comprendre que tout ce qui pourrait venir de l'extérieur est une agression. C'est une agression et qu'ils puissent en parler. Et qu'ils puissent en parler, qu'ils se sentent à l'aise pour en parler, car on peut parler de destruction de la cellule familiale, on peut parler de destruction de beaucoup de gens autour, niveaux, hein. Mais la victime est d'abord la personne la plus détruite. Souvent face à un bourreau qui est peut-être lui aussi victime d'une maladie, d'une déviance, ou ayant lui-même subi au préalable un inceste ou un viol. Donc je pense que ce sont des sujets qu'il faut aborder. Donc tu as parlé tout à l'heure de mode, je pense que il n'y a pas de mode sur le sujet, je pense que c'est véritablement un sujet d'actualité et qui doit rester d'actualité tout le temps. Tout le temps. Tu as parlé du problème de la longueur du processus juridique, mais il est douloureux, mais je pense le deuil commence par là, quoi qu'il arrive. Et l'instruction est nécessaire. Les temps d'instruction sont nécessaires. On a pu voir quand même il existe, je me fais l'avocat du diable, hein, oui, il existe des cas de dénonciation calomnieuse. Donc ça doit aussi pouvoir être traité, mais la personne qui fait la dénonciation calomnieuse, elle est, à mon sens, aussi malade, aussi victime. Donc, c'est un sujet qui comporte des victimes à tous les étages. Et donc, il faut traiter, et je pense qu'il faut le traiter tout le temps, aussi souvent que nécessaire. Alors, justement, selon vous, qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce que l'on peut mettre en place? Est-ce que vous avez des idées, des suggestions comme ça qui pourraient permettre de traiter ce sujet autrement, que ce soit d'un point de vue social, j'ai envie de dire, dans les différentes étapes à franchir. Est-ce que pour en parler, parce que certaines familles sont peut-être conscientes du fait qu'il faut en parler avec les enfants, mais ne sont pas forcément à l'aise avec la question, un peu maladroits, est-ce qu'il est peut-être recommandé de faire appel à un professionnel, de faire appel à une psychologue ou au médecin de famille? Qu'est-ce que l'on peut faire en tout cas pour libérer la parole et aborder le sujet avec les enfants, tout en pensant qu'ils sont des victimes? Il y a un point que tu avais abordé sur l'aspect juridique, qui est une proposition d'ailleurs du président de la République, Emmanuel Macron, c'est sur la prescriptibilité du crime. Emmanuel Macron, suite à l'affaire de M. Duhamel, parce qu'il y a une certaine prescriptibilité, je crois que c'est 10 ou 15 ans pour le viol, je ne sais pas combien c'est pour l'inceste, mais en fait, lui, il voulait rendre le crime d'inceste imprescriptible. C'est-à-dire que 20 ans, 30 ans après, on pourrait porter plainte et poursuivre les coupables. Mais il y a une chose que Johan et Julien ont dit, c'est sur l'aspect culturel en fait. Parce que moi, hors plateau, je racontais cette histoire. J'ai une amie avec qui j'ai grandi, qui était victime d'inceste de son père. Je connais très très bien son père. Elle s'est confiée à moi, mais le fait de connaître son père et de connaître la famille, de connaître... son père était... Voilà, et donc j'ai reçu la nouvelle. J'ai fait un blocage au niveau de mon cerveau et j'en parle parce que lorsqu'elle m'a avoué ceci, on était plutôt au collège ou au lycée, donc maintenant 20 ans plus tard, je revois son père et je la revois. Je ne pense pas que l'affaire soit devenue publique puisque tout le monde fait comme si de rien n'était, mais j'ai quand même ça en tête de me dire le mec que je connais, mon ami, il a touché sa fille. Ouais. Et donc je parlais d'accompagnement. Alors, Julien a raison d'insister sur le contexte de la Guadeloupe, des non-dits, mais je ne sais pas comment on fait pour demander à quelqu'un de détruire son cercle familial et d'accuser son père. Vous voyez, il y a quand même Oui, il y a un mystère quelque part. En fait, on est bien d'accord, on en parle tout en sachant que ce n'est pas du tout évident. Alors, est-ce que demeure-t-il son père?
ou son géniteur, qu'à partir du moment où, c'est-à-dire que quelle est la position aujourd'hui de l'enfant, l'enfant qui a été, alors je ne suis pas psychologue, ni psychiatre, ni quoi que ce soit, hein, ni pédopsychiatre, mais à partir du moment où ton père a abusé de toi, ou ton oncle, l'image paternelle ou l'image familiale, à mon sens, ne fait qu'accentuer le drame. C'est-à-dire que oui, tu veux pas détruire ton père ou ton oncle en dévoilant la chose, mais le fait de ne pas le dévoiler ne fait qu'accentuer ta douleur. Combien de suicides non élucidés, peut-être de victimes d'inceste qui sont pas capables de supporter encore le poids de cette chose. Combien de vies détruites au final. Et puis tu le disais tout à l'heure, hein, tu disais attention, on a quand même des victimes à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que ne pas dénoncer, c'est aussi ne pas aider l'autre à guérir, qui n'est peut-être pas conscient de son état, ouais. Et ne pas enclencher un processus d'accompagnement aussi pour celui qui commet cet acte difficile. Donc effectivement, il faut reconnaître quand même que c'est un sujet qui est délicat. Mais il parlait d'éducation, je suis tout à fait d'accord avec toi. Déjà, l'éducation, c'est par là qu'on pourrait commencer. Donc toi, tu le fais au niveau de ta famille, mais ça peut être aussi au niveau des écoles. Ça peut être aussi au niveau des sociologues, psychologues et autres. Il y a un point intéressant, et je vais peut-être... mais bon, c'est ça aussi la liberté du Sénat, c'est que je crois qu'il y a un véritable problème en Guadeloupe, mine de rien. Et je m'explique, il y a une affaire qui est sortie, je ne vais pas revenir dessus, que tout le monde connaît, qui est sur la place publique, qui était d'ailleurs sur Libération, on parlait de délinquance sexuelle. Et j'ai discuté avec plusieurs personnes qui me disaient, mais... peut-être que c'est pas le monsieur qui est en tort, c'est la fille. Parce que la personne a été accusée pour abus sexuels sur mineurs. Et j'ai trouvé de ses partisans, tout le monde aura compris de qui je parle, j'ai trouvé de ses partisans toujours des excuses. C'est peut-être la fille. Tu sais, des fois, les filles de 13 ans font plus, 18 ans. Les petites filles sont très aguicheuses. Pourquoi elle n'a pas refusé? Pourquoi elle s'est mise dans cette situation-là? Et donc, je pense que chez nous, et on la parle de violence conjugale, c'est peut-être aussi la même chose. Pendant de longues années... temps de ma grand-mère, lorsque ton mari te donnait 2 claques, c'était pour ton bien. Vous voyez, moi, j'ai encore des gens que je rencontre qui me disent, mais je leur ai donné ma fille. Parce que peut-être que si vous êtes président ou vous êtes en position de pouvoir, des mères de famille qui me disent, mais moi, je lui ai donné ma fille. Elle n'aurait pas dû porter plainte. Maintenant, il peut faire quelque chose pour elle. Et donc, il y a, me semble-t-il, hein, moi, je laisse... il y a, à mon sens, un travail à faire au niveau de la Guadeloupe. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais sur les relations hommes-femmes, sur les relations sexuelles entre enfants. Ça dépasse l'inceste. Il y a un rapport très compliqué et très particulier entre l'homme et la femme en Guadeloupe. Donc, ce problème dépasse... je pense que c'est culturel aussi. Et tous ces points sont abordés en toute franchise. Oui, et c'est dans tous les milieux en plus. Hein. Culturel et cultuel, parce que moi j'ai vécu... et cultuel. Moi, il faut le dire, j'ai vécu une partie de mon adolescence en Normandie, dans un coin paumé de la Normandie. Et je vais vous dire que ces problématiques, elles existent également. Oui. Qui d'inceste est encore plus prégnante qu'ici, puisque dans les campagnes françaises, je veux dire que l'inceste va loin. Ah ouais, des gens vivent ensemble. Des gens vivent ensemble. Moi, j'ai vu en Normandie des frères, des oncles et tantes, neveux et nièces qui vivent ensemble. Et on parle qui font des enfants librement. Donc faut pas tout le temps qu'on ramène les choses à la Guadeloupe. En fait, la Guadeloupe ne vit ni plus ni moins que le microcosme qu'on va retrouver ailleurs. Bon, ici, c'est peut-être plus prégnant parce qu'on est sur une île et c'est difficile de s'en échapper. Mais faut pas se faire trop d'autoflagellation quand même. Après, on parle d'hommes et femmes, mais je veux quand même aussi vous dire qu'il y a aussi le MeToo inceste gay aussi. Hein. C'est aussi en augmentation, c'est un vrai fléau aussi. Alors en fait, c'est en ce sens justement, il nous reste quelques minutes pour terminer sur ce sujet, c'est en ce sens que je parlais un peu maladroitement de phénomènes de mode, parce que les réseaux sociaux ont la faculté de mettre en lumière des choses qui sont super sympas, mais aussi de vulgariser des sujets qui sont aussi dramatiques. Bonne ou mauvaise chose, mine de rien, on en parle.
Ce qui peut être intéressant, en tout cas en revanche, par rapport à tout ce que j'entends, c'est que ce serait intéressant que l'on fasse une émission avec d'autres professionnels qui traitent de ces sujets de manière directe au quotidien, qui puissent nous apporter leur lumière, des psychologues, peut-être, on a des avocats aussi chez nous au Sénat, ce serait intéressant qu'ils nous apportent un regard d'expert sur ce sujet. On peut au moins terminer sur le sujet en disant sos-inceste-violence au pluriel sexuelle au pluriel.fr. Donc c'est un site internet qui est à retenir parce qu'il est très complet, il donne en tout cas des astuces. On a la possibilité d'être accompagné d'ailleurs au numéro 02 22 06 89 03. Donc c'est une ligne qui permet d'être écouté et d'être accompagné pour pouvoir effectuer certaines démarches. C'est intéressant que l'on puisse en parler. En tout cas, moi j'invite les téléspectateurs sur vos réseaux sociaux. C'est bien de partager des images de la Guadeloupe parce qu'on est très très fiers de notre île, mais c'est aussi très bien de partager aussi toutes les images de prévention parce que ça nous permet de sensibiliser tous ceux qui sont connectés à nous via nos différents réseaux. Un dernier mot rapidement pour terminer sur le sujet. Moi, je voudrais juste dire une chose sur les réseaux sociaux, c'est que je pense que les réseaux sociaux c'est une véritable chance pour ces thèmes-là parce qu'on se place souvent du point de vue de la victime, mais si on se place du point de vue du prédateur, c'est vraiment intéressant on peut imaginer que le prédateur, à force d'entendre parler de ces histoires-là, il se sent peut-être un peu plus mal à l'aise. Voilà, il voit l'étau se resserrer, exactement. Donc je pense que les réseaux sociaux sont une véritable chance pour les victimes parce qu'ils permettent en fait de mettre ce sujet-là régulièrement sur la table. Donc on sait que le problème des victimes, c'est l'isolement et justement les réseaux sociaux fait qu'on se sent moins seul. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose et que ça va peut-être permettre de faire évoluer les choses et peut-être de faire baisser un peu le pourcentage d'actes. Et c'est ce que l'on espère vraiment. C'est exactement ce que l'on espère. Chers amis, c'est le moment de marquer une petite pause publicité. On se retrouve tout juste dans quelques instants. Surtout ne zappez pas, restez avec nous. Nous voilà de retour dans le club du Sénat de Guadeloupe. Chers amis, merci de nous suivre, merci d'être avec nous. Je vous rappelle que je suis avec Johan Arnaud, Julien Dalle, Fabrice Devaed, Jessie Blanquet. Bon, le premier thème était quand même particulier. On a essayé de sourire, mais on a tous compris que c'est un sujet qui n'est pas très très évident. Par contre, là, j'ai pas envie de dire qu'on va se marrer, mais j'imagine déjà, je me refais le film de nos conversations dans le Sénat. Le deuxième sujet, on est en pleine crise sanitaire et en pleine crise du tourisme. Donc, la Guadeloupe est-elle devenue un Eldorado, entre guillemets? Depuis quelques semaines, tout le monde se tourne vers cette île. On parle généralement de la Guadeloupe sous d'autres angles. Et pourtant, aujourd'hui, la Guadeloupe est sous le feu des projecteurs. It's the place to be. Il faut y aller, même en pleine crise du Covid. Venez avec vos masques, faites semblant, mais en arrivant, il n'y a pas de problème, vous pourrez circuler, il n'y a rien à voir à part les plages, les rivières, les boquites, le jus de canne et le rhum. Partout, tout est fermé, mais en Guadeloupe, tout va bien. Donc, si vous avez le Covid ou vous ne l'avez pas, c'est pas grave, venez, la vie est belle. Et je sais que c'est un sujet qui est un petit peu épidermique pour Johan, donc c'est pour ça que je rigole, parce que j'aime trop ses interventions sur le sujet. Allez, est-ce une bonne chose que la Guadeloupe accueille tout le tourisme, enfin tout le tourisme mondial, on va le dire ainsi, en cette période de crise sanitaire? La parole est à vous, chers sénateurs et sénatrices. Et c'est fini là, non? Oui, c'est fini après. Parce que j'ai vu le tweet de monsieur le sénateur Vial-Collet qui dit que c'était un jour sad, je ne sais pas si vous l'avez vu, un jour noir pour le tourisme, puisque maintenant pour venir en Guadeloupe, il faudra venir ce motif impérieux. Donc c'est tombé ce matin. On va peut-être bientôt même nous reconfiner. Exactement. On n'a plus besoin de... La période de vacances en France est terminée. Il n'y a plus de zone de vacances, donc on n'a plus besoin de déverser tous les gens, parce que sinon la cocotte elle va finir par exploser en France. Donc il faut bien lâcher. En même temps, jusque-là, chers sénateurs et sénatrices, on voyait encore des reportages ici et là disant que, d'ailleurs j'ai vu des images récemment dans un journal télévisé où un touriste disait écoutez, moi j'ai entendu parler de septaine, mais en même temps c'était tellement pas obligatoire, je suis resté planqué 2 jours, on a eu un doute, on a cherché sur les forums, et puis finalement on se balade. Donc
j'ai envie de dire, est-ce que on se prépare à voir les statistiques remonter ou est-ce que finalement c'est une bonne chose pour le tourisme? Parce que parallèlement, il faut le dire, hein, on a plein de commerçants, notamment du côté de Saint-François. J'en ai eu qui m'ont dit bah oui, mais en même temps, nous ça nous a permis de faire redémarrer nos affaires. On a gagné un peu de thunes alors qu'on allait peut-être remettre la clé sous la porte. Donc, bonne ou mauvaise chose que la Guadeloupe ait accueilli toute la terre pendant quelques semaines? Selon moi, ce sujet a de quoi devenir fou parce qu'on ne sait pas trop. On comprend, moi je comprends les restaurateurs, les hôteliers, mais il faut se poser aussi cette question de savoir est-ce que la Guadeloupe n'est pas utilisée comme un tampon pour l'Hexagone ou pour voilà. Savoir également une zone expérimentale. Peut-être. et puis surtout, économiquement parlant, effectivement, c'est une bouffée d'oxygène pour les professionnels du tourisme. Mais est-ce que vraiment, je pose la question aux professionnels, est-ce qu'ils ont vraiment vu leur chiffre d'affaires décoller parce que le type de touristes qui viennent en Guadeloupe ne consomment pas particulièrement dans nos restaurants. Moi, je discute souvent avec... Quoi qu'il y en a qui se sont fait virer il n'y a pas très longtemps. Aussi. Il y a quelques jours encore, il y en a qui ont cru que c'était la fête foraine qui pouvait débarquer n'importe comment. Et on les a virés et ils sont encore pas contents. Voilà, ce sont surtout des touristes sac à dos. Hein. Le jambon, le pain, par contre, oui, les boulangeries fonctionnent, les petites supérettes fonctionnent, mais les restaurants, j'ai quelques doutes. D'aveu de certaines personnes qui passent les bagages au scanner, dans les bagages, il y a des pâtes et des chips, ça, quand même. Je veux pas dire. On a quand même le degré zéro du touriste qui arrive ici et on les voit, ils louent. Alors, les loueurs ont été obligés d'augmenter leur offre de minivan aujourd'hui parce que de véhicules. Oui, mais de minivan. Oui, donc c'est des groupés quoi. C'est groupé, on prend une voiture à plusieurs, on prend une maison à plusieurs et puis on essaie de ramener les coûts au plus bas. Alors bon, je dis pas que ce tourisme-là ne doit pas exister, hein, mais il y a pas. Je pense qu'on mérite un peu mieux que ça. Je pense que Patrick Vial-Collet en a l'espoir puisque avec 2 établissements. 4 étoiles, enfin un 4 étoiles, un 5 étoiles, je pense que c'est pas cette gamme de touristes qu'il vise. La période qu'on a vécue, on a véritablement servi de déversoir à la France pour tous ces gens qui étaient interdits de quoi que ce soit sur le territoire français. On peut pas partir au ski, mais on peut aller au ski. C'est pas on peut pas partir au ski, on peut rien faire. Rien du tout. Par contre, on peut aller en Guadeloupe. Ouais, on peut aller en Guadeloupe, on peut aller en Martinique, en Guadeloupe, en Martinique. Mais je n'aurais pas tout à fait le même avis. Hein. Je suis un peu minoritaire. Moi, je suis plutôt pour. Le seul problème, si je peux me permettre, c'est pas tant. Non, mais et je reconnais Peggy là. C'est une véritable question parce que c'est une question qui fait débat et ça peut même en venir à ce fameux vivre ensemble. Hein, si on parle jusque là. Je ne vais pas parler du temple hindou à Sainte-Anne, mais bon, ça c'est un autre sujet. Comme le tourisme de masse, c'est un autre sujet. Non, moi ce que je voulais dire... on parle de la voiture à pain aussi, si tu veux. Et le coq. Le coq, et les cochons tués à Noël, et tout ça. Hein. Parce qu'en théorie, d'abord ils viennent en touriste et ensuite ils s'installent. Mais ça c'est un autre sujet. Non, moi ce qui me pose problème sur cette histoire de touriste, c'est plutôt l'État. Et je vais peut-être avoir des soucis. Et c'est là que je rejoins quand même mon ami Johan. C'est pas tant le fait que les gens soient venus en Guadeloupe, c'est le fait que depuis le début, l'État n'a pas assuré les contrôles nécessaires à Orly. Donc on a eu l'histoire des gens qui viennent avec des faux tests. On a eu des gens qui viennent parfois sans test. Et même l'histoire de la septaine, elle existait déjà. Elle existait depuis le mois de juillet. Et je le dis souvent sur le Sénat, nos propres parlementaires ne respectaient pas ces lois. Parce que moi je travaille avec eux, j'ai vu des gens qui arrivaient le lundi en Guadeloupe, qui devaient faire une septaine, mais le mardi ils étaient déjà en réunion en train de faire des meetings. Le préfet lui-même n'a pas respecté. Le préfet lui-même. Donc se pose la question vraiment de... Et je dis ça c'est parce que j'ai pris la peine de voir comment ça se passe dans la Caraïbe. Et si par exemple vous allez à Barbade, si on fait la comparaison avec la Guadeloupe, il faut faire c'est beaucoup plus strict, effectivement, il faut faire un test 72 heures avant, vous arrivez à Barbade, on vous refait un test, et vous n'avez pas le choix, comme tu disais si bien, de se dire, bon, je fais ça, j'ai trouvé ça aussi marrant, j'ai même dit, je ne sais pas si on peut s'exprimer ici, c'est que c'est un peu un foutage de gueule de l'État, cet auto-confinement pendant 7 jours,
Donc on vous dit voilà, faites votre test et auto-confinez-vous pendant 7 jours, on vous fait confiance. À Rabat, c'est pas le cas. À Rabat, vous êtes automatiquement mis en quarantaine. Fabrice, je tiens quand même à te dire que le préfet a dit, j'ai entendu l'intervention, que c'est quand même pas rien de faire une déclaration sur l'honneur. Les Français sont des gens responsables. Ah ouais, donc s'ils font une déclaration sur l'honneur, ça veut dire qu'ils le feront de toutes les façons pas. Ils vont rester enfermés. Oui, non mais oui, Non. forcément. Non mais en fait, et c'était là l'objet de ma question. D'ailleurs, je voulais crever l'abcès à ce sujet parce qu'en fait, jusque-là, il faut le dire, hein, dans la gestion de la crise, moi je peux avoir un avis différent. Je trouve que la Guadeloupe a quand même su gérer, je parle en interne. On a mine de rien réussi à être discipliné sur beaucoup de sujets. On sait qu'on peut passer pour des fous parfois, mais il faut le reconnaître, en Guadeloupe, on a réussi à gérer plusieurs choses très bien. On a réussi à être discipliné. On a même réussi à s'autodiscipliner. Maintenant, il faut reconnaître que quand on est face à de nombreuses incohérences, moi j'ai envie de vous dire, les touristes arrivent, tant mieux pour ceux qui récupèrent les thunes quand ils arrivent, qu'ils soient loueurs, qu'ils soient boulangers ou autres. J'ai aussi envie de vous dire, mais pourquoi ils viennent en Guadeloupe, ils ne peuvent pas aller ailleurs, mais c'est quoi cette histoire? On se fout de nous, on nous prend pour des cobayes. Et chaque fois que je pousse l'analyse un peu loin, je reviens au même sujet, mais en fait, les gens profitent d'un système qui est géré par l'État, parce qu'on est resté pendant de nombreux mois à dire qu'il était incohérent de se dire, il me faut un test PCR pour arriver en Guadeloupe, mais pour repartir sur le territoire national, il n'en faut pas. On se pose la question de pourquoi. Donc on est face à de nombreuses incohérences. Les gens, une fois qu'il y a une faille finalement, est-ce qu'on doit en vouloir aux touristes d'en profiter? Ah mais pas du tout, les touristes, absolument pas. Les touristes n'ont rien à voir là-dedans, ils vont là où on les aiguille. Tu as l'opportunité, tu es en France, d'accord, aller au ski, ça te coûte une blinde, ça coûte une tonne d'aller au ski. Hein. Ça coûte une tonne, ok. Ça doit être à côté, ça coûte une tonne. On te dit, tu peux aller en Guadeloupe pour 350 € le billet. Une fois que tu es sur place, tu vas trouver un truc pas trop cher, machin. De toutes les façons, tu es en France, si tu tombes malade, il y a l'hôpital. Et puis, la vie est douce là-bas. Il n'y a aucune restriction, rien du tout. Exactement, il n'y a pas de confinement. Il n'y a pas de confinement, il n'y a rien, la vie est douce. Et puis, Vincent, le sénateur Vincent Tacita, je ne sais pas si vous êtes au courant, il s'est fait courser par un hélicoptère parce qu'il était en train de nager entre... Absolument. Donc, il a dû dévier, il a dû partir. Il est parti à la nage jusqu'à Petit-Bourg pour fuir l'hélicoptère. Parce que c'était interdit de se baigner à la mer. Il a nagé plus vite que l'hélicoptère. Et maintenant, on est là, on va sur les plages, et puis les plages sont deux mondes. Non, elles sont deux mondes. Et de temps en temps, vous passez, parce que je vais à la plage, moi je suis un peu... je suis pas discipliné du tout, je suis un anti-discipline. Les gens vont à la plage, et puis de temps en temps, vous voyez une voiture de gendarme qui passe en voiture, et avec le mégaphone, les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits. Et puis ils font le tour et puis ils se cassent. Mais la plage, elle est bondée. Et ça dérange personne que nous, pendant combien de temps on avait interdiction d'aller à la plage, interdiction de pique-niquer à la plage, il y avait même des circuits, des barrières, machin. Faut arrêter les gars. C'est justement ce que je me dis. Je veux dire, on est dans un système qui est... Mais s'il te plaît, Peggy, juste un truc. À quel moment, nous, en Guadeloupe, on a eu notre mot à dire sur des décisions qui ont été prises qui nous concernaient? C'est clair. Les trucs viennent de la rue Oudinot, la rue n'importe où, à Paris. Des gens qui sont fermés dans un truc où il fait moins 2 degrés, et puis ils prennent des décisions pour nous. Ils ne savent pas ce qu'on vit, ils n'en ont rien à cirer de ce qu'on vit, mais ils ont pris une décision parce que eux, dans leur calendrier, ça doit rentrer comme ça. Et aujourd'hui, on va avoir ce problème-là sur le tourisme, mais on l'aura sur tout un paquet de sujets. Ça va être de plus en plus prégnant parce que plus ça va, et soi-disant on est dans une décentralisation, mais plus ça va, plus on est dans la centralisation. Aucune décision n'est prise avec nous. Pas de concertation, jamais. C'est ce que j'allais vous dire justement, pour pouvoir permettre à Julien de rebondir. On accuse beaucoup les internautes aujourd'hui, on le dit tout le temps, hein, on voit ça sur tous les statuts. Aujourd'hui tout le monde est devenu expert, tout le monde a un avis sur tout, tout le monde sait tout. Mais j'ai envie de dire, en même temps, si on n'a jamais le mot à dire, on laisse la porte ouverte, on nous laisse auto-déduire, on réfléchit tout simplement, parce que
parfois, moi j'aime beaucoup nos amis politiques, vous savez que j'ai énormément de respect pour eux, ce sont des amis aussi pour beaucoup, mais on se dit, mais soit ils n'interviennent pas toujours, ou soit quand ils interviennent, ils ne sont pas suffisamment entendus, ou les gens en arrivent à décider d'eux-mêmes et à analyser d'eux-mêmes et à porter une réflexion comme ils le peuvent. Donc forcément, c'est un petit peu la fête foraine, le royaume de Mickey. Moi j'ai quand même un avis un peu plus partagé que vous. Je dissocie un certain nombre de choses. La première, c'est oui, les tests n'ont pas été faits suffisamment. J'ai été par exemple à Saint-Martin, il m'a fallu faire un test pour en sortir. Et il m'a fallu un motif impétueux, je crois impérieux, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Bon, aussi, ça ça passe. un motif impétueux ça aussi. dépend des candidats, mais ça passe. Ça passe aussi. Ouais. Et donc voilà, donc des Anguilles par exemple, enfin il y a des Antigues, il y a toutes ces îles-là où les conditions sont beaucoup plus strictes, tu l'as dit. Donc je suis d'accord qu'il faut renforcer et que là quand même les choses ont été un peu trop lâches. Je suis aussi d'accord qu'il faut demander son avis à la population et qu'effectivement on a un peu subi, sans qu'on nous le demande, cette politique qui a été menée de la part de la France, enfin de l'Hexagone comme tu dis. Maintenant, il y a quand même deux choses. En se plaçant au niveau des professionnels, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites, et pour connaître des gens qui ont des gîtes, notamment 5 étoiles, il n'y a pas que le tourisme bas de gamme qui est venu en Guadeloupe, il y a aussi du tourisme haut de gamme. Des établissements 5 étoiles, il n'y en a pas beaucoup en Guadeloupe, mais qui étaient complets. Donc ça c'est la première chose. Au niveau des restaurants, c'est pas le touriste bas de gamme, le beauf avec sa baguette et puis son verre de piquette, de vin bon marché. Mais c'est aussi des gens qui allaient en restaurant. Sur la Côte-sous-le-Vent, moi j'ai été faire 3 jours là-bas, il n'y avait pas une place. C'était bondé, tous les restaurants de la Côte-sous-le-Vent. Donc, je pense qu'il faut un petit peu pondérer ça en disant que c'est un tourisme quand même bas de gamme et haut de gamme qui est venu en Guadeloupe. Et puis la dernière chose, c'est au niveau des professionnels. Imaginez si la France avait dit, bon écoutez, partez en vacances au Maroc par exemple. S'ils avaient fait des campagnes pour qu'on parte au Maroc, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit, mais attendez, pourquoi ils n'ont pas dit aux gens de venir en Guadeloupe? Donc, absolument. Je veux dire, au bout d'un moment, pas toi, Dubaï mais aussi, est devenu un Eldorado. La Guadeloupe était la 4e destination. Voilà, en fait, ils viennent en Guadeloupe parce qu'il n'y a pas la barrière de la langue aussi. Ça motive. Ils sont chez eux. Moi, ce que je pense, c'est que effectivement, il y a eu un phénomène excessif. J'ai jamais vu la plage de Malandure bondée de monde comme ça. Quand j'ai été dans les zones chaudes à Bouillante, mais on a l'impression que tout le monde était agglutiné, tu sais, au niveau de la sortie de l'eau chaude là. Voilà. Mais il y a eu un phénomène excessif. Maintenant, je n'ai pas que du mal à dire sur la stratégie qui a consisté à faire venir les gens en Guadeloupe, parce que vraiment, il y a quand même des gens qui sont sous perfusion et ça leur a donné, comme vous dites, une bonne bouffée d'oxygène. Je connais quelqu'un qui fait des locations, qui vend des excursions, et lui, c'était tout simplement une question de vie ou de mort, quoi. Donc je comprends tout ce qui est dit et je suis d'accord aussi, parce que en tant que Guadeloupéen, c'est vrai que pour parler trivialement, j'aime pas trop voir un afflux trop important de gens de l'extérieur d'un coup, parce que ça a aussi créé des tensions. Vous avez vu qu'on n'a jamais autant parlé de problèmes entre touristes et résidents. Donc aujourd'hui, je pense simplement qu'il y a eu un phénomène excessif, on n'a pas été concerté, mais je ne vois pas que du mal à cette politique qui a consisté à faire venir des gens on est bien d'accord, mon cher ami. Moi, mon avis, il est très simple. Je mets le sujet sur la table tout simplement pour, une fois de plus, mettre en avant simplement les incohérences du fonctionnement de l'État. Moi, après, il y a forcément du bon et du moins bon en fonction de là où on se place. Moi, tout ce que j'attends les statistiques, mais ce que je relève en tout cas, c'est que malgré cet afflux de touristes que l'on a eu en janvier, etc., on n'a pas vu le pic de contamination sensiblement augmenter. Je me dis que ça veut dire qu'on a peut-être su gérer, mieux gérer, peut-être que les restaurateurs ont su faire ce qu'il faut. Je ne sais pas où se place la solution, mais en tout cas, je me dis, bon, ce qui m'intéresse, c'est les incohérences de l'État, et c'est une occasion supplémentaire de le dire. J'aime bien piquer l'État. Ou peut-être qu'on fait moins de tests aussi, qu'on se teste moins aussi. Aussi, tout simplement. Je sais pas. Un petit mot de Johan. Les tests, quelle fiabilité pour les tests?
Ouais, d'accord, ok. Oui, on est d'accord. Quand on commence par, On est d'accord. se baser des statistiques sur des tests qui sont de toutes les façons pas fiables, Bah, les c'est statistiques on à est mon avis, entièrement d'accord. d'accord, ok, d'accord. Donc là-dessus, Je voir la vidéo qui circule sur le net, vous avez vu ça, hein, la fameuse vidéo avec du test PCR qui a été réalisé avec du coca. non, ça c'est C'est le pas test ça antigénique, c'est pire. Ah, le test antigénique, C'est pardon, pire. pas le test spécial, Non, le mais test bon. antigénique Donc- avec du coca. Vous avez vu ça? Non. Ah, Ah, il a vu ça, non, mais c'est trop positif marrant. Covid, ça tombe positif Covid en mettant une goutte de coca. Mais Voilà. bon, Oui, moi je ne oui. vais même pas rentrer dans ces délires d'incohérence. Non, mais ça peut être marrant. Moi je suis. Parce que Franchement, pour Julie, on sait jamais, ça peut être un sujet, tu sais. Ouais, mais- le gars, il écrit des films sur. Ouais, mais tu mon sais, avis, surtout, mon avis, il est ouais, tellement- méfie-toi, À l'affût, à l'affût. mon avis va tellement à l'encontre de la pensée générale que je ne vais pas aborder le sujet. Sur ça, sur Covid, franchement. Oui. Juste 2 points par rapport à ce Ah, vas-y, oui, excuse-moi, attends. Yoann. Quelle pérennité dans tout ce qui a été décidé. D'accord, on a eu un afflux de touristes, on a reçu 40, 50, 70 000 touristes, je ne sais pas combien, pendant 15 jours. Voilà, et aujourd'hui, bam, motif impérieux, et pendant combien de temps ils vont encore crever la dalle. Donc, est-ce que ça sert à quoi de faire comme ça, Ouais, c'est ça. les Le montagnes, yo-yo, quoi. le yo-yo, les montagnes russes. Il y a eu du monde. On a eu tous les bonifiés pendant les grandes vacances. Après, ça a été le trou total. Les gens crèvent la dalle pendant 6 mois. Puis là, on va avoir besoin de déverser les touristes de France. Donc c'est bon, on fait remonter le pic. Et puis là, on va être reconfiné, à mon avis, dans peu de temps. Et on va encore crever la dalle jusqu'à quand? Jusqu'à Pâques ou aux prochaines grandes vacances. Il n'y a rien qui soit. Des réserves, il y a des pilons de poulet à 1,98. Ah, ça, j'aimerais bien qu'on refasse un sujet là-dessus. Ou pour les ailes Je vous ai dit que je sais les comment ailes ADN, appliquer. le kilo de dorade à 3,59 €. On a, mais Viens à l'Orisis, mon gars. hein? Au Non, moins de la qualité. mais oui, mais je n'ai pas de souci avec ça. Mais pourquoi est-ce que ça La principauté existe? de l'Orisis. Mais enfin, Et là, bon. c'est un message pour David Saint-Félix en particulier, qui se croit ambassadeur du Rézé. Il n'a pas encore compris que bon, voilà. Je te rappelle que j'ai été élevé au seuil, 48 les seuils, juste en face du canal. J'allais au collège de Rézé. Bon, ben moi, je suis de Sainte-Anne. Et Voilà, voilà. l'histoire, elle est Il y a la réglée. Guadeloupe et il y a Sainte-Anne. L'histoire, elle est réglée. Alors, Juste un point sur ce que Yoann disait. un dernier point, oui. Rapidement. Le premier, c'est la question de la compétence. Il faut expliquer aux gens que nous n'avons pas cette compétence. On l'a vu d'ailleurs, sur la crise sanitaire, c'est une compétence d'État, donc c'est l'État qui dit qui vient, qui rentre, Nous, comment. on est incompétents On par est nature. incompétent, on n'a pas. Par nature. Alors, c'est le deuxième point que je vais rapidement aborder avec toi, c'est qu'on n'a pas la maîtrise de nos frontières. C'est déjà un premier point. Le deuxième point, tu parles d'incohérence. J'avais eu cette discussion avec Janimar, qui d'ailleurs ne m'a jamais répondu. Moi, ce que j'ai trouvé incohérent, c'est que, par exemple, le maire du Gosier ait décidé de fermer toutes ses plages et que le maire de Sainte-Anne n'ait pas décidé de le faire. Et donc, on s'est retrouvé dans un système en Guadeloupe où il fallait, moi je l'ai fait, il fallait consulter les plages qui étaient ouvertes et celles qui n'étaient pas ouvertes. Certaines étaient fermées, Bouillante en partie, Sainte-Anne pas du tout, etc. etc. Question de cohérence. Et le dernier point qui est à mon avis fondamental, c'est la destination des touristes. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, 80%, pas dire 90% de nos touristes viennent de l'Europe. Et l'Europe est malheureusement le territoire le plus touché par le Covid. On parle très peu de la Chine, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il semblerait que la question Covid en Chine soit plus ou moins réglée. Et En pourquoi Corée aussi, hein, pareil. En Corée aussi, on n'en parle pas. Voilà, mais pourquoi Ni en Russie. pourquoi je dis ça rapidement? C'est parce que les touristes qui viennent en Guadeloupe ne sont pas les touristes qui viennent à Barbade. En grande partie, nos touristes viennent donc de la métropole, 80-90% de l'Europe. Et dans les îles de la Caraïbe, c'est des touristes qui viennent des États-Unis. Et je dis ça, c'est parce qu'on a eu de la chance. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance en Guadeloupe. Tu as très bien dit, parce que nous, on a respecté quand même globalement les Guadeloupéens, qu'on a beaucoup culpabilisés. Oui. Mais globalement, c'est très bien comporté, si bien qu'on n'a pas eu un confinement, contrairement à la Martinique. Et le point où je veux arriver, c'est qu'on va avoir, à mon sens, un changement, notamment par rapport à la campagne de vaccination. Il faut savoir que les États-Unis ont réservé à peu près pour 10 milliards de doses. En termes de vaccination. Et il me semble, ça c'est le pari que je fais, que très rapidement les Américains vont pouvoir voyager et progressivement les Européens vont vouloir voyager. Donc il me semble, mais c'est le pari, on se reverra bientôt, que si nous restons sur un tourisme monolithique, c'est-à-dire qui s'adresse essentiellement à l'Europe, et donc à la métropole qui va être confinée d'ici 2-3 semaines, parce que le variant britannique arrive en France, on va souffrir d'un point de vue touristique, alors que les îles de la Caraïbe, c'est le pari que je fais, vont progressivement, eux, vont revenir à la normale, parce que les États-Unis sont en train de lancer Juste voilà. sur le principe. Tu veux dire par là, Fabrice, qu'il faudrait qu'on sorte de la France? Non, je veux dire par là qu'il faudrait qu'on diversifie. Bon, ça c'est une option, mais il faudrait qu'on diversifie la provenance de nos touristes.
peuvent venir des États-Unis, ils peuvent venir. Oui, il faudrait que tu puisses ouvrir des destinations Voilà, les depuis la dessertes Guadeloupe. Or, tu n'as pas le choix. Exactement. Je te rappelle que tu l'as dit toi-même, tu n'as pas la compétence pour le faire. C'est cela. Et on n'est pas sorti de l'auberge. Ça, Bon, c'est sûr. les amis, on avance sur le sujet. Vous voyez comment c'est passionnant, mais il y a tout à construire encore. Hein. Mais il ne faut pas perdre espoir. Il faut au contraire qu'on continue. La Guadeloupe confronter entière est à les idées. construire. Ah, mais absolument, mon ami. Ça, c'est clair et net. Je suis un convaincu de l'histoire. Par qui Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. C'est la mais question, il nous c'est reste par qui, encore hein. beaucoup Par les à faire. Guadeloupéens. C'est la bonne question. Mais Oui. qui d'autre que les Guadeloupéens pour construire Les la Guadeloupe? Guadeloupéens, je suis d'accord. Qui sont en voie de mais- disparition, je sais pas si je suis au courant. Mais si on continue à rester, si on continue à rester dans le système dans lequel nous sommes, la disparition elle est assurée. Je veux te dire, alors moi j'ai quelques origines saint-martinoises. Si tu cherches à faire les statistiques de combien de Saint-Martinois il reste à Saint-Martin, voilà. Donc on est en bonne voie. On est en bonne voie si on regarde les statistiques, si on regarde Tout à fait, l'INSEE. si on fait un petit tour au niveau du cadastre, Oui. on pourrait être assez effrayé. Et vous avez On vu peut encore les derniers chiffres de l'INSEE quand même. Oui, tout à fait, c'est ce que je Sont disais. significatifs. Moins 15%, perd une commune en fait, au Père Sainte-Anne. Mais- Non, je pense pas. Si, si, si. On Hop, hop, hop. Il peut m'attaquer là. On ne perdra pas le Rézé et on ne perdra pas l'Oricis. Très bien choisi. Sainte-Anne est très très bien choisi. Moi, je dis qu'on ne perdra pas l'Oricis, qu'on ne perdra pas le Rézé. À partir de Non mais là. il ne reste plus rien dans Ah, l'Oricis. non, mais c'est vrai, en termes de Il population, n'y a c'est plus rien ça. dans l'Oricis que les Mais sont non, fermés. attends, on est en pleine Mais restructuration. il n'y a plus de t'inquiète. d'eau, donc il n'y a plus d'Oricis. Tu demanderas au maire de 12 000 habitants à peu près. Attention. C'est 25, ouais, c'est ça. Bon, les amis, il nous reste à peine Je préfère. quelques minutes d'émission. Avant de vous poser les dernières questions, vous savez que c'est un petit jeu qui est très très simple. Glam Market. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots cette structure que tu diriges, tu es Oui, cofondatrice c'est de ça. Glam Market. En fait, Glam Market, c'est une plateforme numérique collaborative anti-gaspi. Donc, nous luttons contre le gaspillage alimentaire. C'est un site internet qui met en relation les consommateurs et des commerçants qui souhaitent écouler leur invendus parce que, après un constat, on va dire une situation alarmante, après avoir constaté une situation alarmante, il y a près de 80 000 tonnes de produits encore consommables jetés dans les 3 DFA, Guadeloupe, Martinique, Guyane, parce que nous sommes sur les 3 DFA. Et puis chaque Guadeloupéen, Martinique et Guyanais jette environ 12 à 15 kilos de produits encore consommables par an. Donc suite à tous ces constats, nous avons regardé un petit peu ce qui se faisait ailleurs et nous avons décidé d'adapter, de créer notre propre plateforme numérique. Et donc c'est un site internet, une application viendra par la Vous suite. mettez en relation. Voilà, c'est juste une mise en relation. Et donc, tout le monde est gagnant. C'est une solution gagnant-gagnant. Le consommateur, lui, il arrive à manger à petit prix, donc à acheter des produits qui sont encore consommables, donc des produits comme des fruits et légumes non standardisés, on va dire, des fruits et légumes moches qui sont encore consommables, des produits best before à consommer de préférence. Ce sont des produits qu'on peut consommer 2 ou 3 mois après la date indiquée sur l'emballage. Et puis également des produits de la veille, des produits de boucherie ou de boulangerie. Ça m'intéresse pour l'Oricis. Je ne sais pas si vous avez des tilapias Voilà, mais Les nôtres, ils sont bien vivants, ils sont bien Les nourris. vôtres sont bien On peut vivants. en discuter, voilà. En tout cas, bon courage à Glam Market et on partagera aussi sur nos différents réseaux. Le gaspillage alimentaire, c'est très bien, ça va faire sourire mon épouse qui, avec l'accueil de loisirs que l'on a, nous, les tout petits qu'on a que des 3 ans, c'est très on les bien. Il faut les sensibiliser, au oui. gaspillage alimentaire. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est important. Pas jeter manger, oui, si. Oui, mangez pas qu'à gaspiller. Surtout les yaourts. Les yaourts sont consommables des fois presque Voilà. un an après. C'est ça, on peut les Tellement. congeler. Non, non. Comme il n'y a plus de lait dedans. Mais même pas. On joue pas avec ça. Il n'y a même plus de lait dans les yaourts. Allez, pour terminer cette émission, alors il y a un petit jeu qui est très simple que l'on a l'habitude de... on se prête à ce jeu dans cette émission à chaque fois. Il suffit de répondre par oui, par non, par peut-être ou encore si vous faites une réponse la plus succincte que possible. D'accord ? Le vaccin Covid-19 commence à connaître un petit succès dans le pays et en France. Vous vous faites vacciner, oui ou non ? Oui. Ça dépend de quel vaccin. Parce que la Guadeloupe, c'est Moderna. Il faut préciser qu'on n'aura pas Pfizer ici. Hein. Ou vous dit oui ou non ? Pourtant, Pfizer, le laboratoire Pfizer fait des Tu te émules. fais vacciner, Julien, oui ou non ? Peut-être. Peut-être. Certainement pas dans les conditions actuelles. Et puis ça dépend aussi des effets secondaires. Ça dépend de quel vaccin que tu prends. Voilà. Bon, Donc, tu laisses Jessie passer avant et ouais. après on en parle, c'est ça ? Exactement. Très bien. WhatsApp qui rend tout le monde fou en ce moment. Vous restez sur la plateforme ou vous migrez ?
Bah oui, on reste sur la plateforme. Oui, parce qu'on est protégé par l'Union européenne. Moi, je reste parce que de toute façon, nos informations sont Déjà. un peu partout. Voilà, donc, c'est moi, j'ai admis qu'en cas partager toute bite en moi et tout le monde. Exactement. Donc, il n'y a pas de problème. Encore été là-dedans. Et en pris. Je n'ai pas Facebook, pas concerné. J'utilise WhatsApp, Telegram et Signal. Exact. Voilà. Ouais, pareil pour moi. Juste en passant, ils ont fait une mise à jour récente là. Je sais pas si vous Avec voyez un que maintenant statut WhatsApp. on a les statuts WhatsApp et puis il y a aussi, je sais pas si vous avez vu qu'on a la possibilité d'avoir les messages éphémères maintenant. sur Ah, comme WhatsApp. Ça veut dire- Telegram alors. Comme Snapchat Comme aussi. Snapchat, ouais, c'est bien. Ok. Comme Snapchat aussi. Et juste un petit point sur ça. Je suppose que vous avez entendu parler Quelques secondes. du fait Vas-y, te faire court. que de toute façon, le son sur les téléphones portables, apparemment, on est enregistré en permanence. Donc, il y a tout un tas de choses comme Dans ça. nous prie. Voilà. D'accord. On nous aurait menti. Allez, on termine rapidement les amis. Les artistes sont invités à penser à une reconversion professionnelle, propos justes ou incohérents. Ça sort d'où ça? C'est ce qui circule sur les réseaux maintenant. On invite les artistes à changer de métier parce qu'ils peuvent pas être dans les théâtres, ils peuvent pas faire de concerts, ils peuvent pas donc Incohérent. incohérent, Ah juste oui. ou incohérent. 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 C'est quoi un artiste? Il est mignon. On termine. Le passeport vaccinal se dessine pour la France. Sinon, pour l'Europe, vous soutenez ou vous combattez? Le passeport vaccinal. Je combat ça. Je combat. Je crois qu'on vit déjà dans la Matrix. Il y aura deux types de citoyens, donc parce qu'il y aura un passeport vaccination. C'est pas qu'on soutient ou qu'on soutient pas rapidement, c'est parce que ça deviendra obligatoire pour tout le monde. Si on Ah va oui. voyager, on va nous l'imposer. Et même pour faire un prêt, peut-être on va nous le demander Probablement, aussi. Ça. tout à fait. Mon info. Je vais pas répéter nos prix. Je suis contre le principe. Et on va nous mettre une petite puce. Franchement, moi je vous dis les amis, pour conclure l'émission, je vais pas faire de publicité comme ça, mais oui, je peux me permettre. Regardez Black Mirror, comme ça vous aurez compris que il y a C'est plein ça. de choses que l'on pense du futur et c'est le présent. Il nous reste oui chef, il nous reste à peine quelques secondes d'émission. Non, vas-y. juste pour dire sur le passeport vaccination qu'il existe déjà en Israël. Et donc il y a déjà deux types de citoyens, ceux qui peuvent aller au cinéma, sortir parce qu'ils sont vaccinés, et ceux qui ne le sont pas. Ok. Donc Et- c'est l'avenir, Ceux qui sont de l'autre côté de la bande. si tu préfères. D'accord. Ah oui, ceux-là. Tout simplement. Merci de nous avoir suivis. Merci Johan, merci Julien. Fabrice, un plaisir. Jessie, bon courage et surtout longue Merci. vie à Glam Market. Pardon. Merci. Et pour vous qui nous regardez, merci d'être fidèle à Canal 10. Merci d'être fidèle au Club du Sénat. On se retrouve très très bientôt sur cette antenne. À très vite. J'avais oublié cela.